aux électeurs ce soir, la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, en abrégé RPC-Paix. Henriette Adjoua-Lagou est l'une des candidates retenues pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle se positionne comme la candidate du changement. Femme, elle veut gouverner la Côte d'Ivoire, car pour elle, les hommes sont à bout d'idées. Avec moi donc pour interroger la candidate du RPC-Paix, deux journalistes, Michel Eva-Mambo, journaliste à la RTI, et Sylvain Namoya, journaliste chef du service international au groupe Fraternité Matin. Notre entretien va s'articuler autour de 4 thèmes principaux. Nous parlerons genre, politique, société et économie. Mais avant, nous allons écouter la candidate Henriette Lagou pour son exposé de 15 minutes. Bonsoir, Madame Henriette Lagou. Bonsoir. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je m'adresse aux Ivoiriens. Je voudrais donc dire, chers compatriotes, Ivoiriennes, Ivoiriens, je suis donc Henriette Lagou, originaire de Daoukro, ville située dans le Yifou, dans la région du Yifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je suis candidate? Évidemment, beaucoup de personnes se posent cette question. Ils veulent savoir. Comme chacun le sait, les élections 2010 avaient suscité beaucoup d'espoir. Nous avons pensé que ces élections passées, la Côte d'Ivoire rentrerait dans la paix. Mais la violence qu'a entraîné ces élections nous ont apporté beaucoup de morts, beaucoup d'exactions, beaucoup de destruction de biens. Ces élections ont connu une crise post-électorale, après élection. Ça a conduit plusieurs enfants de la Côte d'Ivoire en exil. Moi-même, j'étais en exil. Plusieurs enfants sont encore en prison parce que le tissu social s'est complètement fragilisé. Et donc, cette crise qui a fragilisé la Côte d'Ivoire, qui a détruit la Côte d'Ivoire, nous amène donc à postuler pour les élections futures 2015. Nous pensons que ces élections vont apporter la paix en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous organiser en conséquence. Donc c'est avec espoir que nous sommes candidats et que nous abordons ces élections. Nous avons conçu un projet de société qui va permettre aux Ivoiriens de retrouver une paix définitive. Et ce projet de société a relevé plusieurs problèmes posés à la Côte d'Ivoire. Nous avons la précarité de l'environnement, nous avons la dégradation des conditions de sécurité, nous avons la méfiance des uns envers les autres, nous avons une économie fragilisée, nous avons une situation politique incertaine. Et tout ça, quand on analyse tout ça et qu'on cite tout ça et qu'on relève tous ces problèmes, il apparaît donc nécessaire et urgent de mener des actions qui visent à sortir la Côte d'Ivoire de cette crise que nous avons connue, parce que nous disons que cette crise se présente actuellement sous une autre forme, parce que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Et donc, quand on a identifié tous ces problèmes, nous avons décidé donc de nous inscrire dans la réconciliation des Ivoiriens. Nous avons décidé de nous inscrire dans le fait d'amener tous les Ivoiriens à vivre ensemble,
à vivre ensemble au mieux pour que nous puissions, en fin de compte, avoir une bonne Côte d'Ivoire, une belle Côte d'Ivoire que nous avons connue. Et que la paix revienne de façon définitive en Côte d'Ivoire. Bien entendu, notre candidature est soutenue par notre parti politique, le RPC Paix, un parti centriste, dont l'idéologie est de rassembler toutes les populations. C'est le juste équilibre. Et nous sommes accompagnés par plusieurs autres partis politiques qui ont la même vision que nous et qui pensent qu'Ivoiriens, Ivoiriennes, enfants de Côte d'Ivoire, nous pouvons reconstruire notre pays ensemble. Nous pouvons sauver encore. Il y a encore quelque chose à sauver dans cette Côte d'Ivoire. Alors, quelle est notre vision? Évidemment, j'ai indiqué que c'est d'amener la Côte d'Ivoire à retrouver sa situation d'antan, c'est-à-dire un havre de paix. Une Côte d'Ivoire paisible. Une Côte d'Ivoire où les enfants travaillent. Une Côte d'Ivoire où le ressortissant du Nord peut saluer le ressortissant du Sud sans craindre. Une Côte d'Ivoire où l'enfant de l'Est peut saluer l'enfant du Sud sans craindre. La guerre a été difficile et nous devons donc, dans notre vision, de jouer pleinement notre rôle de femmes politiques, d'hommes politiques, pour ramener la paix en Côte d'Ivoire de façon définitive. Et tout ce que je viens de dire, qui va nous permettre aux Ivoiriens de se retrouver dans une ambiance de vivre ensemble, pour que l'économie se porte bien, pour que le social se porte bien, pour que l'école aille mieux, pour que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient reconstruites. Nous avons agencé tout ça autour de 12 questions essentielles, 12 questions prioritaires. Nous allons apaiser la vie politique en renforçant la démocratie. Il faut apaiser la vie politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, les gens disent que mais Mme Lagou ne tient pas de propos violents. Elle ne dénonce pas avec violence. Ben non, ça aussi c'est la sagesse. C'est la façon de faire de la femme qui réconcilie le peuple, qui réconcilie la famille et qui permet que le pays vive mieux. Et c'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. Vous savez, je suis en train, j'ai ma voix qui est un peu grave, mais parce que je parcours les hameaux de la Côte d'Ivoire. Je vais partout. Hier, j'étais à San Pedro, à Soubré, à Issia, à Saïwa, à Daloa le soir. Et j'ai pris la route pour venir parler aux Ivoiriens, pour venir échanger avec les Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que nous avons un projet pour eux. Et à partir de ce projet, il faut mieux se porter. Nous allons donc apaiser la vie politique. Nous en avons besoin. Nous allons attirer les politiciens à agir de façon apaisée. Nous allons, après que la population se soit réconciliée et que nous pensons que le pays vit bien, nous allons entamer de grands chantiers. Sur le plan économique, vous savez que la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Nos parents, je viens de San Pedro, j'ai dit, vous savez, c'est la zone de production de café cacao. Nos parents vivent encore à la daba, travaillent encore à la machette. Il faut revoir tout ça. La Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. C'est des zones qui devraient connaître un développement meilleur. C'est des populations paysannes que nous devons soutenir comme ils avaient été soutenus auparavant, où il y avait des coupes, on faisait la Coupe nationale du progrès, qui permettait aux paysans de s'affirmer, de faire la concurrence. Et l'économie se portait bien.
Et donc, nous allons sur le plan économique. Nous avons un pan très important pour le volet agricole. Il faut rendre le pouvoir d'achat des paysans élevé. Et donc, dans ce projet-là, nous pensons que nous allons diversifier les produits, ne pas rester seulement aux produits de rente, mais encore mieux payer les produits de rente. Quand on parle de 1000 francs le cacao, moi je dirais pourquoi pas 1500. J'ai été ministre de la famille, de la femme et de l'enfant. Nous avons lutté contre les enfants dans les plantations. L'international ne voulait plus payer le cacao ivoirien, nous avons lutté. Aujourd'hui, il faut rendre les paysans heureux. Nous avons éradiqué la pauvreté sous toutes ses formes. Nous allons assurer un état de droit. Nous allons garantir la sécurité des personnes et des biens. Vous savez qu'il y a l'insécurité totale en Côte d'Ivoire. Nous allons entreprendre de grandes réformes structurelles. C'est quelques points, évidemment, que je voulais avancer. Nous avons 12 chantiers. Nous avons un document de projet de société. Vous savez, quand on veut gouverner, il faut être sérieux. Ce que nous disons, nous écrivons. Et donc, j'aurai le temps de vous donner. Tous les Ivoiriens auront notre projet de société consigné dans ce document qui va permettre aux Ivoiriens de savoir qu'est-ce qu'Henriette Lagou veut faire pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'Henriette Lagou veut faire pour les Ivoiriens. Comme vous le savez, en conclusion, je voulais indiquer que nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir une paix durable, avec l'appui de nos amis historiques, des amis historiques de la Côte d'Ivoire, avec quelques amis que nous allons avoir qui pourront aussi nous soutenir. C'est pourquoi nous ne doutons pas, chers compatriotes, que nous avons la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc aux Ivoiriens épris de paix, de concorde et de démocratie à s'approprier de notre vision à gouverner la Côte d'Ivoire autrement et à nous rejoindre. Je voulais vous dire merci. Merci beaucoup, Henriette Lagou. Je précise que vous avez réussi l'exercice. C'était en 15 minutes. Vous avez dépassé seulement, il restait juste 1 minute pour atteindre les 15 minutes. C'est ça les femmes. Alors, nous allons maintenant commencer l'entretien et je voudrais rappeler ici les thèmes qui vont nous guider ce soir. Nous allons parler genre, puisque justement c'est votre vision. Vous fondez votre projet de société en partie sur les femmes. Nous allons parler genre. Ensuite, politique, société et enfin économie. Je voudrais donc, Henriette Lagou, que vous lisiez avec moi ce passage, parce que quand on a parcouru votre projet de société, il y a beaucoup de citations. Et il y a une citation qui a retenu mon attention. Vous dites ceci: « Donnez-moi le pouvoir en tant que femme, et Dieu entendra nos prières. » Et vous ajoutez: « Ce que Dieu veut, ce que femme veut, Dieu veut. » Alors, je voudrais vous demander ceci. Vous êtes candidate parce que vous êtes femme, ou pour vous, être femme est un atout pour postuler à la présidence de la République? Mais merci beaucoup. Merci. Vous savez que dans cette Côte d'Ivoire, les hommes ont failli, les hommes politiques. Les hommes ont failli, les hommes ont démissionné, les hommes ont échoué. Et donc, il est important que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Et pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, vous venez de dire que c'est parce qu'on est femme. Et nous pensons qu'avec notre sensibilité de femme, nous pouvons ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est femme, mais parce qu'on est femme capable de rétablir la paix. La femme gère le foyer dans la paix. Et donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, seule une femme peut ramener la paix et la cohésion pour que les Ivoiriens vivent mieux. Madame Henriette Lagou est une féministe ou une adepte du genre? Je pense que je suis une adepte du genre. Parce qu'en même temps que je parle des femmes, en même temps je parle des couches vulnérables. Vous savez que le genre, c'est un concept qui englobe et les questions d'inégalité hommes-femmes, mais ensuite les questions de problèmes de groupes vulnérables. Et donc c'est
au début, vous savez, on a parlé d'égalité femmes-hommes. Mais les gens ne comprenaient pas bien. Les gens n'acceptaient pas. C'était difficile dans nos pays. Donc nous, les femmes, on s'est réunis à Beijing. Évidemment, dans nos grandes réunions, nous avons pensé, on s'est dit, mais pourquoi ne pas trouver un mot juste qui puisse prendre en compte tout ce qui est inégalité. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, je suis adepte de genre, mais pas féministe. Et voici ce qui est clair. Je vais donc vous laisser en compagnie d'une de nos consoeurs. Je rappelle, elle est une femme, mais elle n'est pas, rassurez-vous, elle n'est pas candidate à la présidence de la République. Elle est journaliste à la RTI. Michelle Eva Mambo. Madame Henriette Lagou est à vous. Madame Henriette Lagou, bonsoir. Vous êtes donc lancée dans la course au pouvoir avec ce que vous considérez comme étant un atout. Vous êtes femme, vous êtes mère, vous prenez donc l'amour, la fraternité. J'ai tout de suite envie de vous demander, est-ce que sur le terrain vous vous sentez écouté? Est-ce que vous sentez une certaine adhésion à votre vision, surtout par les femmes? Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement les femmes qui adhèrent à ma vision et à mon projet de société, sinon à notre projet de société, c'est tous les Ivoiriens. Je suis arrivée hier d'Aloa, en passant par Issia, passant par Soubré. Vous sentez les femmes? Non, les femmes adhèrent. Est-ce que vous les sentez? Je veux dire qu'au-delà des femmes, parce qu'on ne parle même plus de femmes, parce que quand on pose les questions de la Côte d'Ivoire, où il y a des problèmes, c'est les femmes en premier, mais en plus, c'est les hommes qui viennent. Voilà. Alors c'est pour vous dire que c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est vraiment un engouement et les gens adhèrent totalement. Et c'est les hommes même qui viennent dire, mais c'est une femme qu'il faut maintenant. Mais il faut un nouveau président, il faut un changement du masculin au féminin. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de Beijing, 4e conférence sur les femmes, donc conférence qui a enregistré des avancées sur l'autonomisation de la femme. Sur le terrain, on le sait tous, la mise en application de ces accords piétine encore. Henriette Lagou, présidente de la Côte d'Ivoire, au soir du 25 octobre 2015, quelle sera votre méthode pour tenter donc d'équilibrer les choses? C'est peut-être une méthode, mais c'est une volonté politique aussi. Vous savez, quand le président français a été élu, on ne s'attendait pas qu'il fasse la parité. Il a aussitôt fait la parité. Au plus haut sommet de l'État. Il a mis autant de femmes que d'hommes. C'est une question de volonté politique. Mais aussi, il faut savoir que nous avons évidemment lutté, mais ce qui a été perçu et ce pourquoi nous en sommes arrivés à la notion de genre, c'est qu'on était incompris. Que ce soit ceux qui luttaient, bien évidemment, ce n'était pas seulement les femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui étaient convaincus que s'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, on ne peut pas parler d'émergence dans un pays. Et donc, c'est pour vous dire que il y a eu des avancées, parce qu'aujourd'hui, quand moi j'étais en fonction, nous avons pu faire, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, puis signer beaucoup de protocoles d'accord avec d'autres pays, beaucoup de lois, mais évidemment, l'application est très difficile. C'est pour cette raison que nous devons continuer de faire ce combat d'équilibrage. On doit équilibrer. Voilà. Selon vous, Henriette Lagou, qu'est-ce qui coince? On parle de, vous l'avez dit tout à l'heure, l'application est difficile. Selon vous, qu'est-ce qui coince? Mais ce qui coince, c'est que peut-être que ce n'est pas suffisamment ancré encore dans nos mœurs, que la femme doit être au même niveau que l'homme, sinon en quantité comme en qualité. Et donc, il faut toujours continuer de sensibiliser et de faire comprendre. Mais il faut surtout que les femmes soient dans les sphères de décision. Une femme présidente de la Côte d'Ivoire, mais ça résout le problème. Ça résout tout le problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même des efforts qui sont faits présentement? On parle de compendium, des compétences. Nous avons commencé quand j'étais en fonction. Il y a des efforts qui ont été faits. Ça, c'est sûr. Le compendium, c'est quoi? C'est des femmes qui se sont recensées. On a recensé toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans tous les domaines, dans tous les chemins. Également, on va puiser pour pouvoir... On va puiser pour pouvoir... Mais est-ce que quand on nomme les hommes, il y a un panier qui est posé et puis on a mis les noms, on va chercher, on va prendre là-dedans pour nommer? Pourquoi? C'est vrai que ça, c'est un outil de travail. Mais maintenant, cet outil de travail, il faut l'utiliser.
Il faut avoir la volonté politique de l'utiliser. C'est pour cette raison que je dis, élu président de la République en Côte d'Ivoire, mais ça va résoudre beaucoup de problèmes des femmes. La petite fille sera scolarisée parce que le papa, en scolarisant, va penser que l'enfant peut devenir ministre, mais l'enfant peut aller au-delà, devenir président de la République. Vous savez qu'on scolarise les garçons parce qu'on se dit, bon, écoutez, la fille, quand elle saura lire et écrire, évidemment, on lui donne un mari, on lui connaît un mari, même si elle ne veut pas. Et donc, on a de la réticence à inscrire les enfants, la petite fille à l'école. Ce serait réglé de la base jusqu'au sommet. Et les femmes seront dans les instances de décision. Et les femmes vont mieux se porter et les problèmes femmes seront compris parce que moi-même femme. Okay. Alors, présidentielle en Côte d'Ivoire, une femme en 2010, 2 en 2015, elles ne sont pas légion, on peut le dire, elles a brigué donc le poste du fauteuil présidentiel. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce manque d'engouement autour du scrutin présidentiel? Et c'est en cela que nous voulons lancer un appel à nos sœurs. On leur dit que le fauteuil présidentiel, jadis réservé aux hommes, est désormais libre. Et que la course est... Nous pouvons aller faire cette course-là. Vous savez, quand on était allé faire les visites à la PISAM, j'ai dit, mais tous ces hommes-là, on va se mettre en... Et puis on va commencer à courir. Vous allez voir que la femme sera sûrement au devant. Moi, j'ai fini mes examens avant les autres, je suis sortie et puis je suis partie. Pendant que les hommes étaient en train d'attendre. Parce qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils sortent, ils reviennent, ils sortent. Je suis restée à faire tous mes examens et je suis partie. Alors c'est pour vous dire que, évidemment, il y avait une en 2010, 2 en 2015, nous lançons un appel aux femmes. Pour qu'en 2020, il y ait autant d'hommes que de femmes. Et ce sera l'avant-dernière question. Sylvain Namoya et... J'ai une toute dernière. Oui, Michel. Une toute dernière question. À vous entendre, Henriette Lagou, dans vos meetings, vous accordez donc une place de choix à la femme. J'ai parcouru votre programme, votre projet de société. Vous ne parlez pas beaucoup de votre projet, de ce que vous prévoyez pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce à quoi les femmes doivent s'attendre quand vous serez à la tête de ce pays? Au niveau social, je vais vous donner mon projet de société, mais je voudrais indiquer qu'au niveau social, nous avons parlé de l'éducation. Et nous avons dit que il y a l'école obligatoire pour tous. Mais pour que ce soit effectif, il faut qu'on puisse avoir dans pratiquement tous les villages au moins une école. Ça, vous savez, à des endroits, les enfants marchent des kilomètres pour aller à l'école. 3 kilomètres, 5 kilomètres. Alors, la petite fille, c'est difficile. Et donc, on ne scolarise pas la petite fille, on la laisse et c'est le garçon qu'on scolarise. Dans ces conditions, nous pensons qu'au niveau éducation, il est important de rapprocher les infrastructures scolaires des populations. Ça va permettre de scolariser les filles et rendre l'école obligatoire pour tous de façon effective. Nous avons parlé de la santé. Au niveau de la santé, nous avons dit aussi qu'il faut que nous allons, une fois élus, ramener à chaque village une maternité, bien équipée. Là, nous sommes en train de parler des gens. Oui, qu'est-ce que les femmes quelles sont en fait vos propositions justement, puisque vous dénoncez cette situation, la promotion du genre qui n'est pas encore effective en Côte d'Ivoire. Alors, elle a dit clairement dans votre projet de société qu'on nous a donné, vos représentants nous ont donné votre projet de société et ce que Henriette Lagou propose concrètement pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire n'apparaît pas clairement. Clairement. Ah d'accord, ok. Clairement dans le document. La promotion. C'est la question, c'est sa préoccupation. Alors on ne comprend pas bien qu'une candidate qui veut faire la promotion du genre, qui veut redresser les choses, ne puisse même pas consacrer toute une page Je l'ai vu en une phrase. à la promotion du genre. Oui, évidemment. Quand vous allez prendre mon document, mon projet de société, vous allez vous rendre compte que c'est plus développé. Voilà. Alors, je vais vous donner tout à l'heure. Alors, je vais vous en donner. Vous verrez que c'est très développé. Je suis candidate femme. Je suis femme, je suis candidate. En plus, j'ai été ministre de la famille et de l'enfant.
Et donc, il n'y a pas de raison. Parmi les candidats, je pense que personne n'est mieux placé pour parler des femmes et évidemment développer le volet genre dans son projet de société. Donc, en quelques mots, dites-nous vos propositions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, le genre, c'est les inégalités. Hommes-femmes. Dans les instances de décision, je commence par là. Nous pensons qu'il faut la parité. Il faut aller foncièrement à la parité. Et on peut aller à la parité. Parce qu'on a parlé de compédium. Quand vous ouvrez, vous voyez que les femmes ont la capacité, la possibilité en qualité et en quantité. Donc il faut foncer complètement. La lutte pour le quota, nous l'avons fait. Et il faut dépasser cela. Ensuite, quand on sort des instances de prise de décision, nous avons les femmes au niveau politique. Et nous-mêmes, nous sommes chefs de partis politiques. Nous devons donc amener les partis politiques à œuvrer à ce que les femmes, il y ait autant de femmes que d'hommes, surtout au moment des élections, à présenter les candidats au niveau local. Il faut faire des listes zébrées. Je suis avec mes sœurs du FMPC, le Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire, et nous sommes en train d'élaborer des documents de plaidoyer pour que nous puissions aller dans ce sens. Faire les listes zébrées au niveau politique pour que les femmes soient plus représentées dans les élections au niveau local. Et puis, ensuite, nous avons la représentation des femmes au niveau des institutions étatiques, c'est-à-dire les nominations. Nous, quand nous serons présidents de la République, j'ai dit, nous allons nommer autant de femmes dans les institutions que d'hommes. Les femmes sont capables. Il y a autant de femmes magistrats que d'hommes. La parité, alors? Absolument. Absolument. Et c'est possible. Donc, c'est quelques phrases que je voulais vous dire. Tout est contenu dans le projet de société. Et nous sommes à fond sur les questions d'égalité homme-femme, sur les questions de genre. Et ne vous en faites pas. C'est mon projet en 10 long. Sylvain Amayo. Voilà qui est clair. Dernière Bonsoir. question pour terminer sur ce chapitre. Bonsoir, Madame la Présidente du RPC. Bon, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu votre programme, justement, parlant du volet genre. Vous dites qu'il y a un manque de promotion des femmes chercheuses. Est-ce qu'il y a ce manque de promotion parce qu'elles sont femmes? Peut-être parce qu'elles sont femmes. Vous savez, au niveau de la diplomatie, Madame Marie-Madeleine Chikaya, première femme diplomate de Côte d'Ivoire, n'a jamais été nommée. Elle a été obligée de se retrouver, aller au champ, à faire ses plantations. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a sûrement pas beaucoup de femmes chercheurs déjà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont nommées diplomates. Oui, mais parce qu'il y a eu, évidemment, dans le combat, dans le cheminement, nous avons, je me souviens que quand j'étais au gouvernement, je luttais avec le ministre des Affaires étrangères, à un moment donné, qu'il ne fasse pas ces nominations tant qu'il n'y a pas de femmes. Parce que les femmes sortent de l'ENA, elles sont autant formées que les hommes, et puis elles sont assises dans les bureaux. C'était pareil dans les autres domaines. Et donc, nous avons obtenu cela. Et en cette année-là, nous avons eu une dizaine de femmes nommées comme diplomates. Et ensuite, il y a eu de la promotion de ces femmes. Et donc, c'est pour vous dire que, sûrement parce qu'elles sont femmes, c'est possible. Mais en matière de recherche, il n'y a pas encore beaucoup d'évolution. Il y a des domaines où nous avons connu de grandes évolutions, de grandes avancées. Mais évidemment, dans ce domaine, il n'y a pas d'avancée. Et quand nous serons présidents de la République, nous allons remédier à cela. Certainement qu'elles ne sont pas nombreuses aussi. Mais justement, c'est parce qu'elles ne sont pas nombreuses qu'il faut les nommer pour inciter les autres femmes à en faire. Les femmes vous ont écouté. Madame Henriette Lagou, on attend donc au soir du 25 octobre pour voir si vous êtes élue, ce que vous allez faire. Alors, nous allons maintenant aborder le chapitre politique. Et Madame Henriette Lagou, vous étiez au PDCI. On a lu dans les journaux, à cette époque-là, que vous aviez été radiée. Vous avez été ministre sous l'Ancien Régime. Et vous êtes allé en exil en 2011 au Ghana, d'où vous êtes revenu avec un parti politique, le RPC-Paix. Et sous la bannière donc de ce parti, vous êtes candidate à la présidentielle. Madame Henriette Lagou, qu'est-ce qui vous fait courir? Ben, vous savez, ce qui me fait courir en cette période,
c'est d'amener la Côte d'Ivoire à une paix durable. Et tant que la Côte d'Ivoire n'a pas retrouvé la paix, je vais toujours courir à la recherche de cette paix pour que les Ivoiriens se portent mieux. Et si vous êtes élu, vous comptez gouverner la Côte d'Ivoire avec le RPC-Paix qui se positionne, on l'a lu dans votre projet de société, comme un parti centriste. Vous savez que dans notre vision de gouverner la Côte d'Ivoire, nous sommes soutenus par le RPC-Paix, notre parti politique. Nous avons été investis par le RPC-Paix, mais nous sommes accompagnés par 18 partis politiques de Côte d'Ivoire qui sont dans notre vision et qui nous accompagnent dans cette candidature présidentielle 2015. Sylvain Amoya. Alors, Madame Henriette Lagou, votre parti est dit centriste. Alors, vous qui avez été une militante engagée du PDCI, qui avez à un moment donné, je peux utiliser le terme, flirté avec l'ex-parti au pouvoir, être centriste, ça signifie quoi? Merci beaucoup, je voulais corriger quelque chose. Flirter, qu'est-ce que vous appelez flirter? J'étais PDCI à l'origine. Vous savez, le PDCI, c'est l'ancien parti. Quand tu es né, c'est dans le cocon familial. C'est PDCI, tu n'as pas choisi. Et comme elle a indiqué, j'ai vu aussi dans les journaux, en même temps que vous, que j'étais radié du PDCI-RDA. Bon, comme ce n'était pas un choix de départ, évidemment, j'ai travaillé avec le régime passé comme ministre de la Côte d'Ivoire. J'ai servi la Côte d'Ivoire. Et donc, servir la Côte d'Ivoire, c'est flirter. Oui, j'ai flirté avec la Côte d'Ivoire sûrement, mais j'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous dites par exemple que j'ai lu dans les journaux que j'avais été radiée, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez accepté, cette radiation du PDCI? Mais quand on ne te donne pas de papier et qu'on te dit tu es radié, mais tu en prends acte, et puis c'est tout, et puis la vie continue. Sylvain? Alors, madame, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir, je dis, milité au PDCI et pour avoir été proche d'un autre parti qui est à l'époque opposé au PDCI, comment vous vous définissez en tant que centriste, justement? Alors, il faut faire attention. J'ai été militant de PDCI, comme je l'ai dit. Tous les Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire ont été militants de PDCI, même vous-même. Tout le monde a été militant du PDCI. À un certain moment, chacun a fait son choix. C'est moi, Mme Henriette Lagou. Mais écoutez, c'était le parti unique. Ou bien il n'était pas encore né. Tout le monde n'est pas appelé à un parti. Il n'était peut-être pas encore né, mais c'était le parti unique. Ça s'imposait à tout le monde. D'accord. Ah oui, ça, on n'avait pas le choix. Et donc, on a été militant de ce parti politique en son temps, quand c'était le parti unique. Eh bien, quand j'ai été radié, j'ai dit que j'ai vu dans les journaux en même temps que vous que j'ai été radié du PDCI-RDA. Et puis j'étais société civile, j'ai été ministre au titre de la société civile des personnes handicapées, et des affaires sociales et des personnes handicapées. Et donc, j'étais Henriette Lagou, société civile, je n'étais pas dans un parti politique. Travaillant avec un gouvernement pour la Côte d'Ivoire, j'aurais pu aller m'asseoir ailleurs, dans un autre pays, comme le font certains intellectuels. Quand ça ne va plus, on te radie d'un parti politique et puis tu prends tes valises, tu vas quelque part, après tu reviens. Je dis non, c'est notre Côte d'Ivoire. Il faut y rester. Il faut travailler au développement de ce pays. Parce qu'il faut qu'on lègue quelque chose à nos enfants. Et donc je suis restée, j'ai travaillé en société civile, j'ai été ministre au titre de la société. Beaucoup de nos frères d'ailleurs ont été ministres de la société civile. En son temps, quand il y a le gouvernement de réconciliation nationale, il y a des ministres des partis politiques, ensuite il y a des ministres de la société civile. Donc c'est pour vous dire que alors pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour reformuler sa question, vous dites qu'aujourd'hui le RPC-Paix est un parti centriste parce que vous avez trouvé en place, on a le RHDP, on a le CNC aujourd'hui, alors vous positionnez au centre pour mieux promouvoir la réconciliation. Parce que vous pensez qu'être centriste, ce sera... Être centriste aujourd'hui dans notre pays, évidemment, un gros pan de nos chantiers, c'est de prôner la réconciliation. C'est d'ailleurs parce qu'on veut prôner la réconciliation qu'on est centriste. En Côte d'Ivoire, en cette période. Mais le centrisme, c'est une idéologie politique qui a toutes ses définitions, qui a toutes ses valeurs. Nos valeurs de juste équilibre, nos valeurs de non-violence,
Et toutes ces valeurs sont du centrisme. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ces valeurs. C'est pour cette raison que notre parti centriste aujourd'hui est le mieux placé pour réunir les Ivoiriens, pour rassembler les Ivoiriens. Écoutez, quand deux personnes se battent, il faut quand même un troisième. Un troisième individu pour venir trancher. Quand deux pays se battent, vous savez qu'il y a des accords qui sont signés, mais pas dans les pays, ils vont dans d'autres pays pour signer ces accords. Nous sommes allés dans plusieurs pays, même quand il y a des problèmes internes, si on ne peut pas trancher, il faut créer des systèmes internes chaque fois pour réconcilier les uns et les autres. C'est une posture très difficile, c'est une position très difficile d'être centriste. Et dans notre contexte, c'est possible. Hein? Et dans notre contexte, c'est possible. Il suffit de voir l'adhésion des populations. Vous ne pouvez pas comprendre. Les populations n'ont plus besoin de voir des partis politiques qui sont violents. Les Ivoiriens ont besoin de réconciliation. Et donc, nous avons décidé cette idéologie centriste pour retrouver les Ivoiriens, pour ressouder le tissu social trop fracturé. Et nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple vivant en Côte d'Ivoire, retrouver un tant soit peu notre équilibre. Alors, Madame Lagou, pour parler justement de réconciliation nationale, parce que vous avez commencé, il y a un vent de réconciliation, j'allais dire, qui souffle dans votre ancien parti, le PDCI. Aujourd'hui, si vous devez y retourner, quelles sont les conditions? Beaucoup ils sont retournés comme Laurent Dona Fologo, par exemple. Est-ce que vous pouvez parler de mon parti RPC? Je veux que les Ivoiriens sachent que le RPC est un parti. Vous êtes là. Alors donc Sylvain, concernant le chapitre réconciliation, Mme Henriette Lagou a des propositions dans son projet de société. D'accord. Mme Henriette Lagou, selon vous, qu'est-ce qui peut... Comment aujourd'hui les Ivoiriens peuvent réapprendre à vivre ensemble? Ben, merci beaucoup. C'est tout simple. Quand nous allons être élus au soir du 25 octobre 2015, nous allons entamer un vaste chantier de réconciliation. Nous allons créer un cadre pour permettre aux Ivoiriens de s'exprimer. Parce que la réconciliation n'a pas marché, parce qu'on n'a pas tenu compte des préoccupations des populations. Vous ne pouvez pas réconcilier les Ivoiriens qui ont vécu la guerre dans le nord du pays de la même manière que ceux qui ont vécu dans l'ouest du pays. Vous ne pouvez pas réconcilier les Ivoiriens qui étaient ici au sud à Abidjan de la même façon que les Ivoiriens qui ont vécu la guerre à l'ouest. Ceux de Diokwe, les problèmes qu'ils ont eus à Diokwe, ce n'est pas pareil qu'à Daoukro, ce n'est pas pareil qu'à Odiene. Et donc, il fallait créer des foyers de règlement de conflits. Et ça, en Afrique, nous savons le faire. Je pense que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Nous avons créé une grande structure et c'est après qu'on était en train de descendre pour faire pour décentraliser. Plus pratique, plus clair pour les électeurs. Voilà. Il fallait aller à la base pour remonter. Absolument. Et nous avons un très bon projet pour ça. Nous allons créer des structures à la base. Dans chaque village, pourquoi pas. Nous avons 8000 villages pour réconcilier les Ivoiriens. Des cellules d'écoute pour que les Ivoiriens s'expriment. Parce que vous pouvez dédommager à un certain niveau. Vous ne pouvez pas dédommager tout le monde, mais il faut désarmer les cœurs. Pendant qu'on est en train de faire la phase de dédommagement qui est matérielle, il faut désarmer les cœurs pour que nous puissions aller à une réconciliation afin de retrouver une Côte d'Ivoire durable. Donc je pense qu'en matière de réconciliation, c'est un chantier à reprendre. La réconciliation n'a pas marché. La réconciliation a échoué parce que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Ils se regardent en chien de faïence. Et je pense qu'il faut reprendre complètement. Il faut reprendre à zéro la réconciliation et mettre les personnes capables de faire la réconciliation. Madame Henriette Lagou, vous parlez de réconciliation dans votre lettre aux Ivoiriens, votre lettre au peuple de Côte d'Ivoire, c'est comme ça que vous l'appelez dans votre document, le document que j'ai reçu.
vous appelez les Ivoiriens à laisser les rancœurs et à ignorer les douleurs. Vous les appelez donc à ne plus s'apitoyer sur leur sort. Je vous cite. Et je vous ai entendu dernièrement dans un reportage qui est passé sur les antennes de la RTI. Vous étiez à Gagnoa en plein meeting. Et je vous ai entendu justement rappeler au peuple bêté des questions qui fâchent. Alors qu'en même temps, vous dites, laissez tomber, passez à autre chose. Vous dites, je suis venu vous redonner votre dignité, vos fils et filles. Enfin, pour ne pas revenir sur tout ça, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas un discours un peu contradictoire? Ben non. Ces populations ont besoin de retrouver leur dignité. Je signe et je persiste. Je vais vous le dire. Ce n'est pas contraire à ce que j'ai dit. Vous ne pas le couteau dans la plaie en leur rappelant. Non, ils vivent ça. Je ne rappelle pas des populations qui vivent la douleur dans leur cœur. Il faut leur redonner leur dignité. Je viens pour donner leur dignité. Ça va leur permettre d'oublier un peu ce qu'ils ont vécu. Dis à quelqu'un que je viens te redonner ta dignité. Ne veut pas dire qu'on remet la plaie. Le couteau dans la plaie. Oubliez vos douleurs. Ah Vous leur oui. rappelez donc, en même temps, vous leur rappelez leur douleur. Non, pardonner. Peut-être on ne peut pas oublier, évidemment. Mais on peut pardonner. J'ai indiqué qu'il faut pardonner. J'ai indiqué que, en tant que femme présidente, tous les Ivoiriens seront traités de la même manière. J'appelle les Ivoiriens à pardonner, et surtout le peuple bêté. Vous savez, il faut dire les choses réellement. Il ne faut pas qu'on se mente. Ils avaient des enfants au pouvoir. Les enfants sont aujourd'hui en exil. Mais il n'y a pas que le peuple bêté. Il y a des peuples, Il n'y a pas que le peuple bêté. qui ont vécu. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas que le peuple. Mais je me retrouvais aujourd'hui en face des peuples bêtés. Ouais. Si j'étais en face d'un peuple baoulé, j'allais tenir le langage que les baoulés veulent pour se réconcilier. Je veux réconcilier les Ivoiriens. Voyez-vous. Je veux que les Ivoiriens se sentent chez eux, qui sont à l'aise et qui vivent en harmonie avec même des personnes qu'ils ont accueillies. J'étais chez les bêtés, j'ai parlé aux bêtés et je leur ai dit qu'ils oublient, qu'ils n'oublient peut-être pas, on n'oublie pas, mais qu'ils pardonnent. D'accord. Et je suis prête à recommencer. Madame Henriette Lago, vous dénoncez le caractère précaire de la paix en Côte d'Ivoire. On a lu dans votre projet de société. Mais les solutions pour redresser la pente n'apparaissent pas clairement. Je vous ai indiqué que vous avez là un résumé de notre projet de société. Vous avez l'occasion, parce que tous les électeurs ne vont pas voir votre projet de société, le document qui est là. Vous avez donc l'occasion de leur dire ce que vous proposez pour effectivement redresser la pente, puisque vous parlez de caractère précaire de la paix. Merci beaucoup. Quand on dit que la réconciliation n'a pas réussi et que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, il ne peut pas avoir de paix quand un peuple n'est pas réconcilié. Quand les habitants d'un peuple se regardent en chien de faïence, il ne peut pas avoir de réconciliation. La paix ne peut pas être. Et donc nous avons décidé de ramener les populations à la paix. Alors, on ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on vit en paix, vous aussi. Vous voyez ce qui se passe. Quand on parle même du phénomène des microbes, des enfants qui tuent à l'âme blanche, mais c'est parce que ces enfants n'ont pas été, après la sortie de guerre, ces enfants n'ont pas été encadrés, entretenus. Et donc, c'est des enfants déscolarisés qu'il faut recaser. C'est toute une politique de recasement, en revenant sûrement au service civique pour prendre en charge tous ces enfants qui ont été utilisés et tous ces enfants qui sont déscolarisés pour ramener la paix. Alors, quand vous sortez le soir de chez vous avec la peur dans le ventre, est-ce que vous vivez dans un pays de paix? Alors, les Ivoiriens le savent bien. Quand on est à Gagnoa et qu'on sait que ceux de Gagnoa peut-être ne peuvent même plus entendre. Nous sommes allés dans des villages, ils disent, ah, vous êtes venus dans ce village, mais les gens n'osent pas venir ici. C'est qu'on n'est pas dans un pays de paix. Il faut rechercher où est la paix. À traverser une situation. Mais cette situation n'est pas définitivement finie. Si nous réussissons à réconcilier les Ivoiriens, si nous réussissons à passer le cap de ces élections et qu'un vrai président vient pour réconcilier les Ivoiriens, je dis un vrai président de paix.
pour réconcilier ces Ivoiriens. En ce moment-là, on dira que la Côte d'Ivoire est réconciliée et que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix. J'insiste et je signe, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire a retrouvé sa paix totale. Qu'on aille passer ces élections et qu'on amène le peuple de Côte d'Ivoire à la paix. Alors, dans votre projet de société également, vous abordez la question de la démocratie. Je vais laisser l'occasion à Sylvain Namoya. Vous dites Merci. La démocratie est mal assurée en Côte d'Ivoire. Sylvain Namoya. Oui, merci Marie-Laure. Pour juste rebondir sur la fin de Mme Lagou, est-ce que l'amnistie générale que vous préconisez participe justement de cette recherche de la paix? Ben, nous demandons que les exilés rentrent d'abord. Vous allez parler d'amnistie. Et nous demandons que les prisonniers d'opinion soient libérés. Il faut bien suivre mes thèmes. Sans jugement. Voilà. Sans jugement. Mais c'est des prisonniers d'opinion. Ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des grands bandits. C'est tranché. Ce n'est pas des tueurs. Parce qu'à un moment donné, ces personnes ont eu des opinions. Mais il faut les libérer pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. C'est un genre d'amnistie. Mais il faut les libérer. Alors, on est en train d'aborder la question maintenant de la démocratie. On vous a compris. Parlant de la question de la démocratie, quand vous dites que la démocratie est mal assurée, qu'est-ce que cela signifie? Ben, nous pensons que la démocratie est mal assurée parce que nous-mêmes, nous sommes présidents de partis politiques, ne serait-ce qu'au niveau des partis politiques. Pour permettre aux partis politiques de jouer leur rôle pleinement, il faut une démocratie réelle. Il faut une liberté d'expression des personnes politiques. Nous sommes en période d'élection. Évidemment, on laisse tout le monde venir s'asseoir ici à la télé pour parler. Mais j'avoue qu'il y a peut-être 6 mois en arrière, ce n'était pas facile. La liberté d'expression des hommes politiques. La liberté d'expression de la presse. Votre congrès a été couvert. Tout ça participe. Vous avez dit mon congrès? Le congrès du RPCP. Oui, ça a été couvert. Mais comment c'est passé? Ça, c'est les réglages. Nous n'allons pas revenir là-dessus. D'accord. Vous restez donc pour la démocratie? Absolument. Madame dans votre projet de société, vous voulez créer un Sénat au sein de l'Assemblée nationale? Une deuxième chambre. C'est ça. Au sein de l'Assemblée nationale? Je ne comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez expliquer aux électeurs? C'est un régime bicaméral. Bicaméral, oui. Vous le savez bien. Et donc, il faut créer ça pour la démocratie surtout. Ça va permettre de participer au fait que les députés s'expriment élus, mais d'autres couches peuvent aussi s'exprimer. C'est d'une importance capitale. Ça participe de la démocratie, de la liberté d'expression des peuples. Voyez-vous. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, certains pays, par exemple, qui n'ont pas accepté ce bicaméralisme, parlaient surtout de coûts, de financement. Tous ces élus ou tous ces représentants de cette chambre-là qui seront payés sur le budget de l'État, est-ce que ce n'est pas pour un pays en voie de développement, vous ne pensez pas qu'une deuxième chambre, c'est de trop? Mais est-ce que vous pensez que la démocratie a un prix? Tant qu'on peut faire de la démocratie, tant qu'on peut s'organiser pour que la démocratie soit, il faut trouver les moyens pour que la démocratie soit. Ça permet au peuple de vivre paisiblement, ça permet aux populations de s'exprimer, ça permet l'adhésion de toute la population à la politique qui est menée pour le développement du pays, pour une paix durable. Et donc si on refuse que la démocratie s'installe, en disant, en prétestant qu'on n'aura pas suffisamment de moyens de financement, mais les moyens, on se les donne. Il faut se donner les moyens de réussir la politique qu'on veut mettre en place. Donc j'insiste et je dis que tant qu'on ne revient pas à une démocratie établie, tant que la démocratie n'est pas vécue par les citoyens et que les gens sentiront la hantise de vivre en Côte d'Ivoire et que les gens penseront qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, ça va être difficile. Évitons de retomber dans la situation antérieure. Et donc, il faut se donner les moyens. Et la Côte d'Ivoire est un pays riche en sur-sol, en sous-sol. Nous avons les capacités nécessaires de réussir ce que nous entamons comme grande réforme.
Quel statut pensez-vous pour l'opposition? Nous avons échangé longuement. J'allais dire plutôt des partis politiques. Vous parlez plutôt des statuts des partis politiques. Est-ce qu'il y a un nouveau statut des partis politiques que vous prévoyez? Des partis politiques de l'opposition. Nous avons échangé avec le gouvernement dans le cadre du CPD, du dialogue permanent avec le gouvernement, certains partis politiques que nous sommes. Et nous avons indiqué au gouvernement qu'il faut, pour la démocratie, il faut un statut pour les partis politiques. Il faut une loi de financement des partis politiques. Et nous avons travaillé à cela. Nous avons fait des séances de travail, nous avons fait des commissions de travail. Et nous avons sorti une loi qu'on a proposée au gouvernement. Nous avons sorti aussi un statut des partis politiques de l'opposition. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de suite. Le statut que nous avons proposé n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale. Nous attendons toujours, mais nous espérons qu'après ces élections, tout va être mis en place et que ce statut va connaître le jour. Mais je peux vous dire que, comme je sais que je serai dans le fauteuil présidentiel, donc l'opposition n'aura pas à craindre, parce que moi, je vais non seulement sortir ce statut, mais en mieux. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de ce statut? Mais les statuts des partis, des partis politiques de l'opposition, il y a un premier volet qui concerne les droits des partis politiques et les obligations. Parce qu'en même temps que tu as les droits, tu as les obligations. C'est autant d'articles qui s'articulent, qui s'agencent pour indiquer ce qu'un parti d'opposition a comme droit. Le droit, par exemple, de passer sur les antennes, d'avoir accès aux médias, mais en même temps, le droit de protéger la population, de protéger les Ivoiriens de par nos comportements, de par nos discours. Sinon, le devoir de protéger les Ivoiriens, le devoir de protéger la Côte d'Ivoire, de par nos comportements, de par nos discours. Et donc, dans ce statut, il y a les droits des partis de l'opposition, mais aussi les devoirs. Et donc, j'avoue que c'est un document, c'est des statuts bien élaborés. Nous attendons que ce soit appliqué. Dans ce statut aussi, les partis posés, il y a le volet financement, voyez-vous. Et voilà, nous attendons. Mais nous pensons que si ce n'est pas fait, nous allons le faire parce que le 25 octobre, nous serons président de la République de Côte d'Ivoire et je promets aux partis politiques frères que les partis de l'opposition auront leur statut. Nous allons terminer ce volet politique avec la sécurité. Vous dénoncez également la grande insécurité, j'insiste le mot grande insécurité, vous l'avez vous-même dit dans vos propos, l'insécurité est totale en Côte d'Ivoire. Alors, moi j'aimerais bien vous demander, nous sommes donc en danger, Henriette Lago. Donc qu'est-ce que vous proposez? J'ai indiqué tout à l'heure que quand vous sortez, vous avez la peur. Il y a des quartiers, quand vous arrivez, vous avez la peur au ventre, mais enfin, je voudrais indiquer aux Ivoiriens que je le dis, parce que nous avons traversé une crise. Et quand on a traversé une telle crise, évidemment, on ne peut pas éviter le grand banditisme. On ne peut pas éviter que des personnes utilisées dans la guerre puissent faire le grand banditisme. Vous savez aussi que il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé. Le désarmement n'a pas été réussi complètement. Et donc, il y a des gens qui ont encore des armes et qui utilisent pour faire du grand banditisme. Ces gens utilisent les armes pour tuer les Ivoiriens, pour faire des braquages sur nos routes. Vous ne passerez pas un seul jour sans entendre qu'il y a eu des braquages sur la route sur telle route ou sur tel droit. Il y a eu des braquages. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, d'abord, j'ai dit que par rapport aux petits délinquants, parlant de microbes, ceux qui sont adonnés à la délinquance, c'est de revenir au service civique pour encadrer nos enfants. Après une telle guerre, il faut trouver une possibilité d'encadrer les enfants qui ont été utilisés, d'encadrer la jeunesse qui a été instrumentalisée et qui a été utilisée à la guerre. Et donc, voilà ce que nous allons faire. Et ensuite, nous allons nous attaquer, évidemment, au grand banditisme en donnant les moyens nécessaires et en permettant aussi
aux forces de l'ordre de sécurité de travailler aisément. Vous savez qu'à ce niveau aussi, il y a eu beaucoup de difficultés. Des FANCI, nous sommes passés au FRC. On ne sait plus où on est, il faut corriger tout ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut leur donner la possibilité de travailler et d'exercer convenablement en les équilibrant eux-mêmes, en les permettant de travailler aisément. Et ça, je lance aussi un appel à ce corps de métier que président, je saurais leur rendre ce qu'il faut pour qu'ils travaillent aisément. Madame Lagou, vous dénoncez aussi la porosité, la perméabilité des frontières. À ce niveau, qu'est-ce que vous proposez? Merci. Ce que je propose, je voulais indiquer que nos frontières ne sont pas sécurisées, n'ont pas été sécurisées parce qu'il y a eu la guerre, c'est vrai. Ça a été perméable, c'est perméable. Vous savez que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de personnes qui sont venues à la recherche sûrement d'un minimum. Nous sommes un pays qui peut prospérer. La richesse de la Côte d'Ivoire est grande. Il suffit de bien diriger la Côte d'Ivoire pour que les richesses soient bien reparties et que les régions se développent au même niveau. Les Ivoiriens seront heureux. Et donc, évidemment, quand on n'arrive pas à contrôler nos populations, de par le fait que nos frontières sont perméables, il est important de trouver une politique pour encadrer tout cela. Parce que ça aussi, ça participe du fait que les Ivoiriens ne vivent pas tranquilles dans leur pays. Un autre problème important que vous avez soulevé aussi... Question, oui, merci. Un autre problème important que vous avez soulevé aussi, ce sont les conflits fonciers. Quelle solution vous préconisez? Évidemment, je voulais vous dire merci de soulever cette question qui est très importante. Les questions du foncier se posent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et partout en Côte d'Ivoire. Mais sûrement pas de la même manière. Évidemment, il y a une loi sur les questions du foncier, mais c'est difficile que cette loi soit appliquée parce qu'il faut tenir compte des réalités du terrain et associer les personnes qui sont capables d'aider au fait qu'on gère les questions du foncier dans la région. Quand on prend l'Ouest, les chefs traditionnels, les cadres, les travailleurs de ces régions peuvent gérer les questions du foncier, mais pas de la même manière qu'au centre. Pas de la même manière qu'au nord. Les problèmes ne se posent pas de la même manière. Les problèmes au nord, ce seraient les questions de terre, les questions de... Nous avons nos populations nomades qui se déplacent, voyez-vous. Et donc, ça aussi, au nord, ça participe des questions du foncier. Quand on va à l'ouest, vous avez les cessions de terre, des pères qui ont cédé des terres à des personnes étrangères, qui sont venus à la recherche de mieux vivre, qui sont venus de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, comme de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et qui ont pu accéder à des terres. Et aujourd'hui, les enfants qui deviennent majeurs et qui ont envie aussi de retourner à la terre, le chômage étant très élevé en Côte d'Ivoire, n'ont plus de terre. Et se retrouvent en face des personnes qui utilisent la terre des familles, mais sans aucun document. Et donc, c'est des questions à régler région par région. Et il faut du temps pour régler ces questions. Ça ne peut pas se trancher par une loi inscrite. C'est des questions réellement posées. Nous sommes allés au Burundi et nous nous sommes rendus compte que si je dois payer une terre avec vous, il suffit de prendre mon ordinateur, vous donnez votre nom, j'entre votre nom et aussitôt on me donne la superficie. Tout sort et on m'indique qu'évidemment le propriétaire de la terre c'est telle personne, de la parcelle de telle personne. Il faut qu'on en arrive là et ça c'est possible. C'est une question de travail de longue haleine. Il faut mettre toutes les populations à contribution pour que les questions du foncier soient réglées une fois pour toutes en Côte d'Ivoire. On va aborder le volet société avec Michel Mambo maintenant et on va commencer par l'éducation. Alors, je vais poser d'abord cette question et puis donner la parole à Michel. Au niveau de l'éducation, pour donner la chance à tout le monde d'aller à l'école, vous prévoyez la création d'un projet, c'est-à-dire un village, une école. Alors,
on l'a entendu tout à l'heure, on a 8000 villages. Alors, comment comptez-vous mener ce projet? Ben, nous n'avons pas dit que nous allons construire en une année 8000 écoles. Non, nous allons promettre ce que nous pouvons. Nous n'allons pas promettre ce que nous ne pouvons pas. Je ne viendrai pas ici m'asseoir pour promettre au peuple ivoirien ce que je ne peux pas. Quand nous disons, c'est que nous pouvons. Alors, qu'est-ce que vous promettez? Une école, un village, une école. Vous savez que dans le temps, nous avons l'existence des projets phares qui permettaient aux populations d'adhérer à la construction d'infrastructures dans les régions, dans les départements et dans les villages. Mais il faut revenir à cela, demander aux populations une adhésion. Et l'État programme, nous allons sûrement revenir à la communalisation qui va permettre de réaliser ce projet d'une école, un village, une école. Parce que ça aussi, quand on a l'adhésion des populations qui sont sensibilisées au fait qu'on doit avoir une école dans le village et que cela est accompagné par la mairie qui est proche des populations et soutenu par le conseil départemental ou régional qui, dans son programme, énumère qu'il faut dans sa région une école, un village. Mais c'est des projets réalisables, pourquoi pas? Ça ne va pas se réaliser sûrement en une année. Je ne viendrai pas vous dire que j'ai construit 10 universités, 20 universités, 1000 10 000 écoles et puis ne pas pouvoir réaliser. Mais il y a des chemins qui peuvent donner la possibilité, qui peuvent nous permettre de réaliser. En Côte d'Ivoire, c'est possible. Michel?